Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Yacine Afsioglu, qui n'est pas du genre à parler d'inclusion en théorie. En tant que DRH de la Caisse d'Épargne de France, il travaille sur un sujet souvent traité de façon déclarative, mais rarement opérationnelle. Comment adapter réellement l'expérience collaborateur au moment de vie de chacun. Son approche, elle s'inspire de l'UX principalement, pour penser justement les parcours RH comme des parcours utilisateurs. Et tout ça sans tomber dans une usine à gaz qui serait ingérable sur le terrain. Dans cet épisode, on va parler de ce que ça change vraiment, ce qui fonctionne moins bien, comment on arrive à embarquer les managers, les équipes RH dans une logique de personnalisation qui reste juste pour tout le monde. Bonjour Yacine, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Alexandra, ravi également. Pour un petit peu introduire, j'ai eu la chance d'animer une table ronde au HR Technologies sur laquelle tu étais présent justement. On a parlé d'inclusion et de diversité et justement comment faire en sorte que ça reste juste pour tout le monde. J'étais extrêmement frustrée pendant cette table ronde parce qu'on était timé sur un modèle 25 minutes et tu as dû avoir un temps de parole qui ne devait pas dépasser 4 minutes 30. Donc, je t'ai proposé de venir sur le podcast pour qu'on puisse aller un petit peu plus en détail sur ce que tu as réussi à mettre en place au niveau de la caisse d'épargne avec tes équipes. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Si ça te va, on va peut-être parler du point de départ. Si je me trompe pas, donc n'hésite pas à me reprendre. Donc toi, tu as pris tes fonctions de DRH à la Caisse d'Épargne Hauts-de-France il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Ton objectif quand tu es arrivé, c'est de changer un petit peu l'approche RH des collaborateurs qui était plus en allant sur de la personnalisation, notamment via leur moment de vie, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le démarrage de ce changement, en tout cas, de prisme pour l'accompagnement des collaborateurs au niveau RH ? Bien sûr. En fait, cette volonté de changement, elle est née parce qu'en fait, quand moi je travaillais avec mes équipes RH, je voyais des collaborateurs, des gestionnaires RH, des HRBP, des chefs de projet de formation, des collaboratrices à la paye, ultra engagés. Et en parallèle de ça, et surtout en face, j'avais des collaborateurs qui se disaient qu'ils n'avaient pas de réponse de la RH, que la RH n'intervenait pas forcément au bon moment, au bon endroit, de façon des fois un peu décalée. Et je pense que tout le monde avait un peu raison dans l'expérience vécue. Et je me suis dit, bon voilà, on a besoin d'un changement, mais lequel est-il ce changement? Comment faut-il l'opérer, etc. Donc on a analysé un certain nombre de données, quanti et quali. On a un certain nombre de données dans les entretiens annuels, dans les différents entretiens qu'on peut faire, dans les rapports d'étonnement. On mesure un NPS collaborateur et des mesures de baromètres sociaux tous les 2-3 ans qui nous donnent beaucoup de commentaires, de verbatim et d'éléments qui montraient et qui renforçaient ce décalage. On a aussi interrogé un certain nombre de collaborateurs qui partaient en congé maternité ou qui revenaient, qui quittaient l'entreprise aussi, ou qui changeaient de métier, qui avaient une mobilité. On leur a posé plein de questions pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de la RH lors de ce moment RH professionnel. Et quand on a recoupé l'ensemble, tout le monde nous a dit en fait attirer, recruter, former, fidéliser, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend dans les RH classiques ou même dans un master RH, c'est bien. Il faut le faire, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, le monde change, les transformations sont ultra rapides et on a besoin aussi de notre entreprise, on l'attend
quelle que soit la génération X, Y, Z, on attend de notre entreprise qu'elle soit présente aussi sur des moments privés, comme le mariage, le divorce, le décès, l'achat d'une nouvelle maison, la parentalité, l'inclusion, le handicap, etc., etc. Tant de moments de vie qui ont à un moment donné peuvent avoir un impact sur le domaine professionnel, dans les équipes, dans les horaires de travail, dans les compétences, dans la charge mentale, etc., etc. Et donc, on a décidé avec mes équipes de continuer de faire j'attire, je recrute, je forme, je fidélise, la RH évidemment, mais de renforcer tous ces moments RH par des moments de vie en disant que notre stratégie, elle accompagne également les moments de vie sur la parentalité, la maladie, le handicap, les danses, etc., etc. Et donc, on a changé drastiquement notre politique RH et notre stratégie RH pour passer d'un modèle à un autre, tout en conservant tout ce qui avait été fait de bien et pour accompagner tous nos collaborateurs au bon moment, au bon endroit, quand ils vivent un moment de vie qui peut avoir un impact sur leur vie professionnelle. Je te parlais tout à l'heure d'un épisode que j'ai écouté, que tu avais fait, qui était très bien. Ce que tu expliquais, c'est que justement, ce qui t'avait permis de mettre ça en place, donc d'avoir, on va en parler juste après, mais une démarche un peu plus UX, c'est qu'il y avait des fondamentaux, des piliers qui étaient là, de structuration, qui t'ont permis justement de passer, on va dire, d'une approche RH plus traditionnelle avec des piliers solides à une approche plus UX sur les moments de vie. Effectivement, oui, en fait, on a évidemment une politique RH, une politique sociale qui est robuste dans l'entreprise et ça aide à transformer la suite parce qu'on pourrait très bien faire du marketing RH si on voulait, hein, mais si on n'a pas les fondements, c'est-à-dire une politique sociale, une politique RH, une politique de rémunération, une politique de développement des compétences, une sorte de GEPP qui soit solide, si on n'a pas ça, ça peut être compliqué. Et tout ça entouré d'un socle social qui va aussi à la fois encadrer et puis animer l'ensemble des dispositifs. Et en parallèle, il faut aussi des équipes RH solides qui connaissent le métier de la RH, qui accompagnent les moments de vie, qui soient à l'écoute, etc., etc. Donc on avait les deux. Fallait juste bifurquer un peu et élargir notre champ de spectre pour accompagner tous les moments de vie de nos collaborateurs. C'est vraiment ce qu'on a fait. Et on a pu le faire parce qu'on a pu se baser sur des éléments très solides dans l'entreprise, y compris les managers d'ailleurs. Du coup, les différents moments de vie, donc tu en as nommé quelques-uns. Donc souvent, quand on a tendance à plutôt parler des moments de vie joyeux comme les mariages, les naissances, la parentalité. Pour le coup, il y en a d'autres qui sont peut-être plus compliqués, qui sont la maladie, qui sont le deuil, qui sont la santé de la femme, la ménopause, que je classe dans des moments de vie moins joyeux. Aujourd'hui, vous en avez identifié beaucoup. Et comment vous avez fait justement pour les identifier et que ça ne devienne pas un petit peu alors une liste qui soit du coup ingérable? Parce qu'il y en a énormément des moments de vie, donc comment vous y êtes pris pour bien cadrer ça en termes de démarche? Oui, et aussi à la fois pour pas être intrusif sur certains moments de vie. Exactement. C'est des moments de vie qui sont joyeux, d'autres moins joyeux, mais bon, ça c'est le principe d'une entreprise et chez nous on est un peu plus de 3000 et donc on est à l'image de la société, donc on a des personnes victimes de violences conjugales, on a des personnes qui sont dans l'aidance, des personnes qui sont dans le handicap. Donc on a un certain nombre de moments de vie qui sont négatifs, on a des moments de vie très positifs, comme le mariage, comme la naissance, être au niveau de la parentalité, comme le fait d'occuper un premier poste de manager, comme le fait de déménager, etc. Enfin, on a des très très bons moments. Ces 51 moments de vie, on a pu, si on en a 51, c'est vraiment ce nombre-là qu'on a listé. On a pu les lister à travers différents ateliers RH qu'on a pu faire intra-RH avec quelques collaborateurs aussi, tout en analysant les baromètres, les questionnaires, les verbatims laissés par nos collaborateurs. Et on a sondé un certain nombre de personnes qui nous disaient, voilà, à ce moment-là précis, moi j'ai besoin de mon RRH. J'ai besoin de mon responsable de ressources humaines, j'ai besoin que l'entreprise soit présente. À ce moment précis, j'ai besoin que mon manager m'accompagne, qu'il soit à l'écoute, etc. Et donc notre politique RH, elle se base vraiment sur un triptyque entre data automation, c'est-à-dire la data au service d'accompagner un moment de vie, quel qu'il soit, le RRH qui est un peu la pierre angulaire de l'accompagnement de ces moments de vie et le manager aussi qui a un rôle très important dans l'accompagnement de ces moments de vie. Il y a certains moments de vie qu'on va pouvoir accompagner, il y a certains moments de vie qu'on va pas pouvoir accompagner pour deux raisons. Un, parce que ça peut être intrusif et on respecte et donc on va pas accompagner ce moment de vie on encadre plein de choses pour que le collaborateur puisse bien vivre ce moment de vie, ou alors parce que le DPO nous interdit, les règles DPO nous l'interdit.
Un exemple, quand on voudrait lister tous les pompiers volontaires ou les gendarmes volontaires, parce qu'on a signé un accord d'entreprise qui leur permet de bénéficier d'un cadre très favorable pour exercer leur mission, on peut pas les toper. On peut pas les toper dans un SIRH, etc. Bon, c'est interdit. Tant pis, on fera différemment, on fait plus des animations dédiées, etc. Mais voilà, donc des fois on les porte ces moments de vie, puis des fois on les porte pas parce que on peut être limité à un certain nombre. Et donc, ces 51 moments de vie ont été imaginés, listés et structurés par les équipes RH en intégrant toute la voix des collaborateurs. Et le CSE, il a eu quel rôle là-dedans? Il a co-construit avec vous? Il a été plutôt là, a posteriori, à titre consultatif? Comment ça s'est passé? Alors, co-construit, non, mais j'ai une stratégie différente. C'est-à-dire que quand on va accompagner un moment de vie, par exemple, on va accompagner les danses. Je prends cet exemple juste pour structurer la pensée. Quand on va accompagner les danses, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir un certain nombre d'associations, de dispositifs qui va pouvoir accompagner notre collaborateur qui est aidant. Donc on va faire le choix, on va mettre du budget, etc. Et moi, ce sujet-là, je vais l'intégrer dans un accord QVCT que je vais négocier et signer avec mes partenaires. Autrement dit, dès que j'accompagne un moment de vie, je mets autour de ce moment de vie des ressources humaines, techniques, financières, informatiques, ce qu'on veut, qui vont accompagner ce moment de vie. Et dans la mesure du possible, je récupère plusieurs moments de vie et je les intègre dans un accord d'entreprise pour le soutenir par le dialogue social. Et ça rend puissant le dialogue social parce que quand il y a un accord, il faut l'animer, il faut le faire vivre à la fois par les élus, à la fois par les entreprises. Ça engage tout le monde et c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre nos dispositifs et l'accompagnement de nos moments de vie. Donc tu disais qu'il y a beaucoup de collaborateurs sur ton périmètre. Donc vous avez identifié, tous ces moments de vie-là. Comment vous avez fait pour le rendre lisible auprès des collaborateurs? Parce que si tu passes par les accords d'entreprise, donc ils sont pas toujours, c'est pas toujours très lisible pour les collaborateurs. Est-ce que, vous avez du coup, au-delà des managers, j'en parlerai juste après, mais vraiment plus pour les collaborateurs, est-ce que vous avez marketé ces actions-là? Est-ce qu'il y a une période de conduite du changement? Enfin, comment vous avez accompagné cette transfo? En fait, elle est accompagnée par homéopathie, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une grande communication en disant on change notre stratégie RH, on passe d'un modèle à un autre et on est présent pour accompagner vos moments de vie. On n'a pas fait ça parce qu'une fois qu'on dit ça, il faut tenir la promesse et des fois on peut la tenir et des fois on peut ne pas la tenir en fonction des moments de vie. Surtout qu'on n'accompagne pas du jour au lendemain 51 moments de vie et on bifurque pas une stratégie RH du jour au lendemain. Ça a pris pour nous à peu près 2 ans et demi pour vraiment basculer d'un modèle à un autre et renforcer l'ancien modèle. Mais en fait, on va surtout on a fait 2 choses pour parler de façon très opérationnelle, parce que je pense que pour mes pairs, ça va parler davantage si on parle opérationnel. La première, c'est qu'on a créé un CRM, un Customer Relationship Management pour nos RRH. Ce CRM leur permet en fait de lister tous les moments RH plus les moments de vie de nos collaborateurs, ce qu'on a pu toper et qu'on a le droit de toper dans un CRM. Et en fait, il y a une information qui est envoyée au RRH en disant tu vois, à ce moment-là, il faut contacter Alexandra parce qu'elle va bientôt rentrer de congé maternité. Donc, tu as un rendez-vous à faire, il faut lancer le kit de déploiement, etc., etc. Là, tu peux contacter telle personne parce que ça fait 2 mois qu'elle a le statut aidant, et donc du coup, faire un point sur le moment de vie qu'elle a avec elle, etc., etc. Telle personne va passer son diplôme qui lui permettra de devenir telle compétence ou exercer tel métier, tu peux l'appeler, etc. En fait, on a créé un CRM qui permet au RRH d'arriver au bon moment, au bon endroit pour accompagner le bon moment de vie. Donc dans le CRM, mon RRH a plusieurs informations différentes, c'est-à-dire le nom, prénom et les différents moments de vie. Donc ça, on a structuré quelque chose pour professionnaliser le RRH. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un RRH augmenté, mais franchement, pas loin quand même. Pas loin quand même. Aujourd'hui, il est, déployé au niveau du groupe, Il est déployé au niveau de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, oui. uniquement Hauts-de-France, et vous êtes Ouais. là en bêta test ou comment ça se passe dans ces cas-là? En fait, chaque caisse d'épargne a sa propre stratégie RH qui va respecter son territoire, sa maturité RH, sa maturité de développement, etc. Donc, ce qui est vrai dans une caisse d'épargne n'est pas forcément vrai dans l'autre, et c'est pas une question de moyens ou de stratégie ou de vision, c'est une question de vraiment chacun a son plan de développement et de stratégie RH qui est propre à son territoire. Nous, on l'a fait chez nous, mais j'ai échangé très longuement avec beaucoup de mes homologues Banque Populaire et Caisse d'épargne d'ailleurs, parce que c'est le même groupe, le groupe BPCO. On a déjà échangé sur le dispositif qu'on a mis en place.
Pour l'instant, il est opérationnel chez nous depuis quelques années et il vit plutôt bien. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on a créé un outil qui va pouvoir décrypter l'ensemble des accords d'entreprise de façon personnalisée et numéraire pour le collaborateur. Autrement dit, Alexandra, si tu te poses une question sur un accord QVCT, au lieu de lire l'accord QVCT écrit par des juristes et essayer de le décrypter, voire de poser des questions à ton RRH, tu as un outil dans lequel tu vas te connecter et qui va te dire, en fonction des data RH que j'ai sur toi, Alexandra, je t'ai dit que tu as le droit à je sais pas moi, je veux dire autant d'euros de CESU, chèque emploi-service, autant sur les danses, autant sur ça, etc. Parce que j'ai les informations qui te concernent. Et si c'est une autre collègue à toi qui se connecte, elle vit d'autres moments, elle consomme l'entreprise différemment de toi, et donc elle aura une retranscription de cet accord numéraire de façon personnalisée pour elle. Donc, vous n'aurez pas le même écran. Donc, on a fait cette lisibilité et cette transparence qui nous permet d'accompagner tous les moments de vie. Donc, tu vois, on le fait vraiment de façon homéopathique et le plus lisible et le plus transparent possible. J'entendais Céline Lapaz dans un autre podcast qui parlait de toi, qui est DRH notamment, je crois, au PSG. Au Ouais, PSG, et ouais. qui parlait de toi et de la démarche que vous avez eue. Et elle disait que justement, donc toi, initialement, tu étais sur le terrain au niveau bancaire et donc ça fait la symétrie des attentions comme avec, tu vois, le CRM pour les clients que tu vas accompagner, ce que tu disais sur quand ils vont acheter leur maison, quand ils vont prendre un crédit pour, je sais pas, l'étude de leurs enfants, ce genre de choses. Et elle disait, c'est aussi comme elle avait travaillé dans des grandes maisons comme Chanel, et cetera. Et elle disait quand il y a des clientes, ou clients, mais bon, qui, viennent dans des magasins, les vendeuses ont justement accès à toutes les données, des clientes qui viennent et elles savent exactement ce qu'elles peuvent leur proposer en fonction, de la data qu'elles ont. Donc vous avez vraiment eu et c'est ça j'ai trouvé hyper intéressant, vous utilisez beaucoup la data. Donc ça, Oui. c'est ce que tu expliquais au tout début. Et ça vous permet vraiment de faire un accompagnement sur mesure des collaborateurs. Et ça, je pense que c'est hyper puissant en perception. Par exemple, tu vois, il y a certains moments qui vont être accompagnés par le RRH, d'autres par le manager. Le manager va accompagner plutôt tout ce qui est montant en compétences, formation, etc. Le RRH va accompagner les moments un peu plus complexes, type les danses, la parentalité, le divorce, etc. Et après, on a de la data automation qui va être plutôt de la partie marketing RH, mais qui est très engageante. Exemple, nous, on a un accord d'entreprise qui nous permet de libérer les collaborateurs 1 heure soit le matin, soit le soir, pour accompagner leurs enfants pour la rentrée des classes. Donc moi, habituellement, j'envoie un seul mail aux 3000 collaborateurs en leur disant qu'ils ont le droit de venir 1 heure plus tard le matin ou de partir 1 heure plus tôt le soir pour accompagner leurs enfants à l'école. Depuis 2 ans, ça va être la 3e année maintenant, j'envoie un message personnalisé à chaque parent avec le prénom de leurs enfants en disant Inès et Lucas vont rentrer, vont continuer leur apprentissage au collège. C'est un moment important pour eux parce qu'ils vont pouvoir développer leur réseau et leurs compétences, mais c'est également un moment important pour vous les parents. Donc on vous libère du temps pour pouvoir accompagner Lucas et Inès, etc., etc. Et donc voilà, dans le respect des règles des PO, quand on peut le faire, on market davantage et oui, ça change tout. La première fois que j'avais envoyé, la toute première fois, j'ai dû recevoir franchement je sais pas, plus de 100 mails de retour de collaborateurs me remerciant d'avoir porté attention à ce moment de vie qui était important pour eux, la rentrée scolaire, qui était un des 51 moments de vie. Faut juste pas que ce soit bullshit, il faut pas que ce soit récurrent, il faut que ce soit authentique. L'impression qu'on l'est, voilà, en toute humilité, on essaye de l'être et davantage tous les jours. Mais quand c'est fait de façon authentique et dans le respect des règles des PO, il n'y a pas de sujet, j'ai envie de dire. Oui, parce que tu as tout le sujet des PO à bien avoir en tête sur ce que tu peux ou pas Oui. pour le coup. Et ça. Ouais, ou comment le faire, Ouais. exactement. Et dans quelle finalité le faire, oui. Les managers, tu en as pas mal parlé depuis le début. Ça a été quoi leur réaction quand vous leur en avez parlé, puisque on va dire que c'est les premiers RH après les RH et qui sont sur le terrain. Comment vous les avez formés? Est-ce qu'il y en a justement qui avaient des appréhensions en se disant oh là là, on va dans l'ultra personnalisation, ça va être l'enfer à gérer? Comment ça s'est passé? Je pense qu'ils le perçoivent pas comme ça, Alexandra. C'est en fait, on leur a pas dit à tous nos managers, voilà, on change la politique RH et voilà ce qu'on va faire, les moments de vie, etc. Ça, la discussion qu'on a, c'est une discussion vraiment
entre RH, entre professionnels RH. Nos managers, on va dire, on a lancé un nouvel outil, on a fait un nouveau dispositif, on a amélioré notre dispositif qui vous permet, vous managers, d'être un maillon de la chaîne du recrutement, que vous managers, vous soyez un maillon de la chaîne du développement des compétences, etc. En fait, on les intègre dans les dispositifs qui vont leur donner un rôle à jouer sur l'accompagnement d'un moment de vie ou qui vont des fois les décharger sur un accompagnement moment de vie, parce que souvent, allez, je vais le dire, on est aidant du jour au lendemain, on se retourne vers deux personnes, son manager et son RRH. Son manager, il sait pas grand-chose sur comment fonctionnent les danses, et son RH dit, je vais relire l'accord d'entreprise, je vais demander au service et je reviens vers toi. Je caricature un peu, mais on est quand même pas loin. Et c'est normal, on sait pas ce qu'on demande au manager. En revanche, si manager peut dire, bah si, tu sais, on a un outil qui s'appelle Maremu 360 qui reprend tous les accords, qui les décrypte pour toi. Peut-être qu'en allant dessus, tu peux avoir un certain nombre d'informations. Et puis moi, je vois avec le RH pour qu'il te complète les informations si nécessaire. C'est suffisant. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. Donc en fait, on lui a pas présenté la stratégie, mais sur chaque outil, dispositif, amélioration continue, il est un maillon de la chaîne parce que c'est hyper important pour le décharger ou renforcer sa présence au bon moment, au bon endroit en fait. Avec une prise de recul sur, ces, un peu plus de 3 dernières années, qu'est-ce qui, on va dire, a peut-être pas forcément fonctionné comme tu l'avais en tête, a été peut-être plus compliqué à mettre en place? Il y a eu plusieurs temps. Il y a eu le temps où il fallait d'abord convaincre les équipes Mmh. RH. Parce qu'au début, elles ont pensé que attirer, recruter, former, fidéliser, c'était peut-être suffisant. Et le fait de dire, faut qu'on élargisse notre spectre pour accompagner les moments de vie, qu'on soutiendra avec des accords d'entreprise et des politiques RH un peu différentes, ils se sont dit, mais est-ce qu'on fait mal notre travail? Non, non, c'est pas qu'on le fait mal, c'est que le monde change et qu'on a besoin de s'adapter. Donc, il y a un temps qu'il faut donner au change des équipes RH et il faut pas minimiser ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ne pas courir derrière l'automatisation des 51 moments de vie du jour au lendemain. On commence un premier, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et laisser le temps à la fois à la transfo RH de s'installer, presque on va dire même de s'ancrer, et laisser le temps de digérer avant d'accompagner d'autres moments de vie. Donc ne pas aller trop vite. C'est vraiment les deux sujets que je retiendrai. Oui, il y a toute cette partie aussi, parce qu'on parle beaucoup, je t'ai beaucoup parlé de manager, mais il y a toute la partie, conduite du changement aussi au niveau des équipes, RH qui vont porter Ouais, les sujets et se les approprier du c'est coup. ça. Donc, Oui. là tu disais, là vous avez, bien bossé pendant 3 ans. En termes d'engagement, fidélisation, est-ce que vous commencez à avoir de la data, des effets visibles? Ou est-ce que là, pas encore et c'est toujours en mode, un peu, test and learn sur la fin du dispositif? Il y a une vraie phase d'ancrage à opérer dans la durée, et cette phase d'ancrage, elle peut prendre du temps. On est encore dedans, donc ça c'est pour moi tout à fait normal, hein. Dans une journée, on peut pas faire son petit déj, son déjeuner, son dîner en 1 heure de temps, donc il y a des temps de digestion. Donc pour moi, c'est normal. Et ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que il faut laisser le temps que chaque dispositif s'ancre avant d'en lancer un nouveau. Oui. Ça, c'est certainement le plus important pour moi parce que aujourd'hui, je suis incapable de te dire si je pense que j'ai moins de sollicitations au service paye, mais je sais pas encore le mesurer sur le nombre de mails, etc. Il y a une stat sur laquelle c'est plus clair pour moi, c'est le taux de recommandation sur la NPS collaborateur, ou autrement dit le INPS. Il y a 5 ans, on était à -34, aujourd'hui on est plus 43. Et on a augmenté chaque année entre 8 et 12 points en fonction des années. Pourquoi? Parce que elle n'est pas due qu'à la politique RH, évidemment, elle est due à toute la politique de transformation de l'entreprise. Parce qu'à chaque fois, on a utilisé cet outil pas comme un outil de score, mais comme un outil d'amélioration continue. Donc nous, à la RH, comme toutes les autres directions, on a continué de s'améliorer en prenant les feedbacks, en écoutant les collaborateurs, en changeant nos dispositifs, en renégociant nos accords, etc. Et chaque année, on a amélioré vraiment nos dispositifs, mais comme toutes les autres directions d'entreprise. Et c'est comme ça que globalement, on est passé de -34 à +43, qui est un bon score, hein, sur 3000 collaborateurs, sur à peu près 80% de participation au dernier NPS. Ah oui, vous avez un gros score de participation, 80, je trouve ça sur, 3 000, c'est énorme, je Ouais, trouve. on a des collaborateurs plutôt engagés, plutôt de qualité vraiment, et c'est très appréciable de travailler dans cette entreprise avec le fait que on l'utilise comme outil d'amélioration continue.
C'est-à-dire que derrière, on en fait des plans d'action, on voit si c'est possible, on imagine des projets, on améliore, etc., etc. Donc, on donne des réponses positives, voire des quick wins en fonction des dispositifs. Mais voilà, on a 2 mesures. Pour moi, c'est le INPS qui est bon, mais voilà, ça veut pas dire que c'est fini. Il faut rester humble là-dessus. Il faut continuer d'ancrer les messages. Il y a une vraie situation d'ancrage de la politique RH me concernant. Et puis la deuxième mesure, c'est je crois qu'on a un peu moins de sollicitations et un peu plus de self-care chez nos collaborateurs et de RRH augmenté, mais ça n'est que le début. Et du coup, les prochaines étapes, dans les prochains mois, vous en avez déjà ou c'est consolider ce que vous êtes en train de mettre en place? Pour moi, c'est consolider ce qu'on est en train de mettre en place. Et après, ce qu'on aimerait bien avec mes équipes, c'est imaginer une sorte de GEPP dynamique. Comment on peut prédire les compétences de demain pour imaginer l'employabilité de nos collaborateurs dans la durée et faire que tout le monde continue d'être collaborateur et un impact dans l'entreprise et sur son territoire, qui soit positif évidemment, et qui soit bien dans leur peau, qu'on arrive à adresser le défi des compétences liées à l'IA, etc. Donc voilà, une sorte de GEPP dynamique qui pourrait être intéressante. Donc on est tout au début des réflexions. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler in fine ou si on sortirait quelque chose. Mais en tout cas, on regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'en tant que DRH, je me dis que celui que j'emploie aujourd'hui, je dois continuer de l'employer dans 10, 15 ou 20 ans. Et ces choses-là, elles se préparent de façon structurée et pas au pied levé quand une situation arrive. Faut pas la gérer en réaction, mais la gérer en anticipation. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est une grosse promesse. C'est des gros travaux, mais pour l'instant, on a l'étape de réflexion. Donc ça, c'est quelque chose de plus long terme. Bah, écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Si tu avais des partages de ressources, de choses qui, toi, t'inspirent et si tu avais une personne à me proposer sur le podcast, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Alors, c'est pas simple. Je dirais, pour la première partie de la question, je dirais que pour mes homologues RH, je dirais de pas lire forcément des livres ou des bouquins sur la RH, mais j'irais plutôt aller vous documenter sur ce que font les IT, leur mode de fonctionnement en squad, en work in progress, voilà, aller voir comment ils font. Moi, j'ai bossé longtemps avec eux, donc je sais comment ils fonctionnent. Je me suis beaucoup imprégné de eux pour la RH, donc intégrer l'UX et puis les méthodologies de l'IT. Je pense que c'est intéressant. Pour la personne que je pourrais te recommander, t'as déjà fait Céline Lapace. Elle a un regard très intéressant sur l'expérience collaborateur et l'enrichissement de cette expérience à travers les différentes ressources comme la data, la techno. Donc je pense qu'elle peut apporter un regard très pertinent sur l'évolution des métiers de la RH pour demain. C'est quelqu'un de très inspirant. Merci beaucoup Yacine. J'ai eu plus de détails que la dernière fois qu'on s'était croisés. Donc merci beaucoup en tout cas pour ta Merci, disponibilité. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.